Europe 1 présente Petit stream entre amis, c'est parti. Nous recevons ce soir Bruno Jambard. Il est directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway en charge des études politiques. Alors vous devinez, j'imagine pourquoi. Ce week-end, un sondage a donné Marine Le Pen en tête à l'issue d'un premier tour de présidentielle. Un deuxième sondage a confirmé le résultat du premier avec d'autres hypothèses, une autre méthode. Que faut-il penser des sondages? Faut-il les réguler? Faut-il les encadrer ou simplement leur fixer des règles méthodologiques différentes? On en parlera avec notre invité et comme toujours avec Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir et pour la première fois Jean-Marie Potier de Slate.fr. Je vous rappelle le principe de l'émission, c'est du streaming en direct sur Internet, sur Europe1.fr et Dailymotion, mais vous retrouvez la vidéo demain sur Europe1.fr, Dailymotion et YouTube. Pendant le direct, vous tweetez, vous facebookez et je relais vos questions à notre invité. Bonsoir Bruno Jambard, je vais commencer par un sondage, ça vous dérange pas? Oh non, pas du tout. Je peux y aller? Oui, allez-y. Allez, question numéro 1. Faut-il prendre le résultat du sondage Marine Le Pen de ce week-end? A, très au sérieux. B, plutôt pas très au sérieux. C, plutôt à la rigolade. D, ne se prononce pas. Je pense qu'il faut prendre comme tous les sondages. Répondez à la question, A, B, C ou D? Plutôt au sérieux, et après on peut discuter. Donc c'est réponse A. Oui, tout à fait. Très bien, je passe à la question 2. Selon vous, faut-il réguler les sondages, interdire les tirages au sort qui vont avec, et les jeux parfois, ne rien faire? Vous refusez de répondre. On peut réguler les sondages, ce qui est déjà en partie le cas, on peut aller plus loin. En revanche, on discutera là aussi des règles qui me semblent... A, B, C ou D? On peut réguler les sondages, oui, si vous voulez. Allez, réponse A, j'arrête de vous faire souffrir, parce que généralement ça dure 25 minutes et ça se passe au téléphone. Heureusement pour vous, on va s'arrêter là. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette polémique? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Est-ce que c'est la méthodologie ou est-ce que c'est le résultat du sondage de dimanche? Honnêtement, moi je pense que c'est le résultat. Je pense que c'est le résultat parce que finalement, la polémique, elle vient de quoi? Elle vient à la fois de l'emballement médiatique qu'il y a eu autour de cette enquête et elle vient aussi de l'emballement politique qu'il y a eu autour de cette enquête. On voit quand même rarement autant d'hommes politiques réagir à un sondage qu'à celui-là, et on voit rarement autant un sondage faire la une que celui-là en dehors du média qui l'avait commandé, Le Parisien. Est-ce que vous pouvez rappeler globalement les chiffres qui ont mis le feu aux poudres et dans quel ordre? Alors, ce qui a probablement vraiment choqué un certain nombre d'acteurs du monde médiatique et politique, c'est que pour la première fois, Marine Le Pen était donnée en tête des intentions de vote pour le premier tour, avec 23%. Contre 21% pour Nicolas Sarkozy et Martine Aubry. C'était dans ce sondage de dimanche la seule configuration qui était testée. C'était une première, à la fois avec Marine Le Pen, mais dans l'histoire des sondages, d'avoir un sondage qui mettait en tête le candidat ou la candidate du Front National. Donc ce sondage sort, et là, branle-bas de combat médiatique, et les premières interrogations viennent sur la méthodologie employée pour faire le sondage. Oui, il y a eu plusieurs types d'interrogations, je crois. Il y a eu d'abord une interrogation, pourquoi uniquement une hypothèse avec Martine Aubry? D'ailleurs, le même institut a refait par la suite une enquête avec deux autres hypothèses, Dominique Strauss-Kahn et François Hollande. Ça, c'était la première interrogation. Puis il y a une deuxième interrogation qui était quand même plus secondaire, qui concernait la méthode employée, c'est-à-dire le sondage en ligne. Pourquoi je dis qu'elle est plus secondaire? Parce que c'était assez étonnant de voir que cette interrogation sorte, alors que c'est quand même aujourd'hui relativement courant. On a eu beaucoup d'enquêtes réalisées en ligne au cours des dernières années, et je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est notre institut qui, pour la première fois, a publié des sondages politiques réalisés en ligne. Je crois qu'il y a eu aussi une autre interrogation, mais là qui est plus complexe à comprendre pour beaucoup de Français, c'est le débat sur la question des redressements, et notamment est-ce que on peut utiliser les mêmes méthodes avec Marine Le Pen que celles qu'on utilisait avec son père. On pourra d'ailleurs aussi en discuter. Allez, Jean-Marie Potier de Slate. Vous parlez du sondage en ligne, mais on dit justement que ces sondages attirent des internautes plus motivés et donc surreprésentent l'extrême droite et donc Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique? Écoutez, moi, je fais partie de l'Institut et je suis chez Opinionway depuis début 2006. J'ai été le premier à lancer des sondages, non pas en ligne, parce que des sondages politiques en ligne, tous les instituts en faisaient déjà à cette époque, mais en publication. On n'a pas fait d'intention de vote dans les premiers temps parce qu'on a fait beaucoup de travail de comparaison
entre les sondages réalisés en ligne avec les sondages réalisés par téléphone. On a pour la première fois publié des intentions de vote réalisées en ligne à l'occasion des élections européennes en 2009, après justement tout ce travail de recherche, de comparaison, parce que justement on avait constaté qu'il n'y avait pas de différence majeure entre les modes d'interrogation en ligne et par téléphone, par exemple, qui est la coûte beaucoup moins cher à l'Institut. Ça, c'était peut-être la première motivation pour se lancer dans ce nouveau type de questionnement. Non, je crois que la première motivation, c'était de ne pas rater un mouvement fondamental et un changement fondamental dans la réalisation des études, qui est la révolution Internet et le fait que Internet permet aussi de faire des enquêtes. De la même manière qu'au début des années 80, il y a eu une révolution majeure avec l'introduction du téléphone dans les enquêtes politiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au début des années 80, l'introduction du téléphone pour les sondages politiques et notamment les sondages d'intention de vote a aussi beaucoup fait de débat à l'époque. Et il y avait des instituts qui jugeaient qu'on ne pouvait pas faire d'intention de vote en téléphone. Il ne fallait les faire que dans les enquêtes en face à face. Mais là, ce qui était assez symptomatique, c'est qu'à la limite que la sphère politique soit interpellée par le fait que Marine Le Pen soit en tête, que la sphère médiatique s'emballe parce que l'information fait le buzz. Ça, c'est une chose. Ce qui a été plus étonnant ce week-end, et ça a été très violent, c'est l'attaque inter-institut de sondage. C'est-à-dire que la confraternité de cette profession, on s'est rendu compte que c'était juste du pipeau. Et pour les citer, que ce soit Jérôme Sainte-Marie ou Édouard Le Cerf chez TNS Sofres, ont été 10 fois plus violents que tous les politiques réunis. Donc on comprend que vous êtes plutôt du côté méthodologie Harris Interactive, donc partisan en tout cas de ces nouvelles façons d'interroger l'opinion. Comment on explique qu'il y a une fracture aussi nette et aussi béante et visible sur une question qui n'a pas l'air de vous traumatiser plus que ça, quoi. Parce que je crois que en fait leur attaque, et je ne partage pas leur attaque pour une raison fondamentale, c'est que nous n'avons pas, ni moi ni eux, les données dont dispose l'Institut Harris qui a fait ce sondage. Et c'est toute la difficulté. C'est très facile de critiquer, de dire que le sondage est faux. Le problème, c'est qu'on n'a pas les éléments objectifs pour juger de la qualité du sondage. Donc moi, je ne me permettrai pas de juger de la qualité du sondage. On pourra discuter de si nous, dans nos enquêtes, on trouve la même chose ou pas. Ça, je pourrais vous répondre. Mais en tout cas, je n'ai pas les éléments sur le sondage, donc je ne me permettrai pas de porter un jugement absolu. La critique qui était donnée, c'était de dire qu'en gros, Harris Interactive avait habitué les mois précédents, dans différentes occasions, à des enquêtes qui, en tout cas, étaient décrites par leurs confrères comme des enquêtes à vocation médiatique, avant d'être une donnée scientifique ou une donnée donc établie. On voit bien que la critique, elle ne porte pas forcément sur le mode d'interrogation, mais éventuellement sur le reproche qui est fait à l'Institut de chercher un coup médiatique, ou une autre chose, encore une fois, qui est peut-être de pratiquer des redressements trop violents sur le vote Front National, puisqu'on le sait, on le dit tous, et tous les sondeurs le disent, il est nécessaire de ne pas prendre les données brutes telles qu'elles sont sur le Front National dans un sondage, mais de les corriger en fonction de critères qui sont des critères objectifs, et qui sont notamment en fonction du vote passé des interviewés. Oui, sauf que Marine Le Pen, il n'y a pas de vote passé à des élections présidentielles, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En gros, on part du principe qu'il y avait le père, il y a la fille, et quand on se réfère aux élections passées, c'est celle du père. Donc de toute façon, ça crée un biais. Peut-être qu'à l'arrivée, vous retombez sur vos pattes parce que ça crée pas de différence énorme, mais sur la méthodologie, ça interroge. Il y a déjà un petit côté bancal. Je vous rejoins. Non, c'est pas bancal parce que le système tel qu'il est fait permet de prendre en compte le fait qu'il y a un décalage entre. Il est difficile de dire qu'on vote pour Jean-Marie Le Pen ou qu'on a voté pour Jean-Marie Le Pen, et il serait plus facile de le dire pour Marine Le Pen. Pourquoi ça le prend en compte ? Parce que dans l'enquête, vous avez des personnes qui disent voter Marine Le Pen, qui ont pu déclarer voter Jean-Marie Le Pen, celles-là sont corrigées à la hausse, parce qu'il y a trop peu d'électeurs de Jean-Marie Le Pen dans la reconstitution de vote. Et puis il y en a d'autres qui disent « je vote pour Marine Le Pen », mais qui ne disent pas avoir voté pour Jean-Marie Le Pen. Donc ces personnes-là ne sont pas corrigées à la hausse. Donc le système le prend en compte. En revanche, c'est vrai que ça interroge, mais qu'on se pose tous la question, d'ailleurs. Tous les sondeurs se la posent, de savoir comment justement prendre en compte ce nouveau facteur et comment justement être prudent avec cette technique de redressement dans le cas précis qui est qu'on a changé de candidat et on a changé de nature du candidat. Jean-Marie Potier. Mais est-ce que être prudent, justement, ça consisterait pas à publier une fourchette, plutôt que dire Marine Le Pen est à 23, dire Marine Le Pen est à 21, entre 21 et 25, Martine Aubry est entre 19 et 23, par exemple ? Alors, c'est une vraie interrogation qui n'est pas nouvelle dans les sondages. Il y a déjà eu ce type de questions, notamment après 2002, sur le fait de savoir si on devait publier les sondages en chiffres absolus ou en fourchette. Il faut bien reconnaître que
pour dire les choses clairement, ce n'est pas possible de publier des fourchettes parce que les médias n'en veulent pas. Oui, mais aussi. c'est plus rigoureux du point de vue de votre travail. Ça n'est pas forcément rigoureux. Moi, je dirais plutôt que ce qui est rigoureux, c'est de rappeler l'incertitude d'un sondage. C'est-à-dire qu'un sondage, ça ne prévoit pas, même la veille d'une élection, au point près ce qu'est l'état de l'opinion. De toute façon, il y a ce qu'on appelle, alors on peut l'appeler marge d'erreur. Pour des raisons scientifiques, c'est compliqué de parler de marge d'erreur, mais en tout cas, incertitude du résultat qui fait que un 23, ça peut être 21, ça peut être effectivement ça 25. change tout. Enfin, on se rend bien compte dans des résultats qui sont aussi serrés. On se souvient d'un sondage aussi qui était 24, 25, 26 sur un premier tour de présidentielle il y a quelques temps. Là, on a l'impression que l'écart est plus faible que marge d'erreur, on va l'appeler comme ça. Donc, quelle est la crédibilité du message ou de la conclusion qu'on peut en tirer avec une manchette, un truc très racoleur sur Marine Le Pen, si on fait le premier tour demain, elle est en tête. Dès qu'on rentre un tout petit peu dans le détail de la méthodologie, qui certes n'est pas facile à expliquer en une phrase de une, on se rend compte que tout est plus compliqué, que tout est moins clair et qu'à l'arrivée, c'est peut-être moins vendeur. Vous adhérez à ça ou pas quand même? Ah oui, moi j'adhère totalement à ça, mais je rappelle une chose, c'est que nous on fait les sondages, on ne fait pas les journaux qui les publient, ou on ne fait pas les titres des émissions qui les diffusent. Non, mais vous avez des partenariats avec un certain nombre de journaux, donc il y a aussi un dialogue peut-être. Je n'ai pas, moi, le droit de faire le Parisien, le Figaro, je n'écris pas les articles, je n'écris pas les titres. Ça, c'est la responsabilité des médias, et chacun a la sienne. En revanche, c'est pour ça que moi je pense que plutôt que des fourchettes, je pense qu'on doit rappeler en tant que sondeur en permanence qu'effectivement il y a ce qu'on appelle des marges d'erreur, des intervalles de confiance, et qu'il ne faut pas prendre un 21 au point près, et par exemple on devrait rappeler effectivement plus souvent que quand on a 21 et 23, on est dans des écarts qui sont trop faibles pour être considérés comme un ordre absolu et qui est certain si l'élection devait se tenir demain. Il se trouve dans un cas de premier tour de présidentiel, c'est d'autant plus important que seuls les deux premiers sont qualifiés. Donc c'est vrai que si on peut se dire que le 21-23 peut être un 23-21 une semaine plus tard ou 2 heures plus tard, c'est vrai que ça fragilise vachement le message que ça fait passer. Et je voulais juste revenir avoir votre sentiment sur une idée, c'est qu'en gros on est à 14 mois d'une présidentielle, on teste un certain nombre de candidats, certains sont déclarés, d'autres sont supputés, certains sont souhaités, d'autres sont probables. De quoi on parle au bout du compte? Est-ce qu'on est vraiment dans de l'intention de vote de présidentielle ou est-ce qu'on est dans de la popote, construction médiatique qui fait pour vendre de la presse Alors, je pense qu'on est ni dans de l'intention de vote au sens où elle sera de l'intention de vote quand on sera dans la campagne présidentielle, soyons très clairs, mais on n'est pas non plus dans la popote. Pourquoi? Parce que quel est l'intérêt de ces enquêtes? L'intérêt de ces enquêtes aujourd'hui, ce n'est pas de dire quel va être le résultat de la présidentielle dans 14 mois. C'est de pouvoir suivre dans la durée ce que va être l'évolution et notamment de voir ce qui se passera quand, par exemple, les socialistes auront désigné leurs candidats, quand la campagne avancera, quand les différents candidats seront déclarés, comment les choses évolueront et comment l'opinion publique éventuellement changera par rapport à ces différentes configurations. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un hiatus permanent finalement parce qu'il est peut-être plus facile pour les journalistes comme nous d'inviter des sondeurs comme vous plutôt que d'inviter les journalistes qui font usage des sondages que vous leur livrez et que vous n'êtes pas condamné à faire le service après-vente des sondages qu'utilise la presse parfois à tort et à travers? Vous le diriez ou pas? Ou ce serait critiquer trop frontalement vos clients? Non, moi je pense que chacun est dans son rôle. Nos clients ils ne sont pas forcément en mesure de répondre à certaines questions auxquelles moi je peux répondre en matière de méthodologie, en matière de manière dont sont fabriqués les sondages et en matière de choix que nous, en tant qu'institut, on peut faire avec eux comme médias. Donc moi ce que je trouve en revanche, et là je vous rejoindrai, c'est que en revanche on accorde trop de place probablement à ce que disent les sondages et les sondeurs d'un certain point de vue et que il serait bien que quand on est dans une campagne électorale, tout ne se focalise pas dans le débat public autour des sondages et des résultats des sondages. En tant que citoyen, finalement, vous avez le sentiment que le marché est assez saturé et en tant que sondeur professionnel, vous avez le sentiment que le marché est prospère. Oui et non. Alors prospère, c'est compliqué à dire parce qu'il faut quand même savoir que les enquêtes telles que celle qu'a publiée Harris dans le Parisien, ce ne sont pas ces enquêtes-là qui font vivre les entreprises de sondage. Non, mais elles les font exister, elles les font connaître. Toujours... Pareil sur OpinionWay, je sais pas, vous êtes à 15-20% de sondage politique et 80% de l'activité, c'est avec des boîtes et du sondage éco. Sauf que si vous n'existez pas dans le champ médiatique par les sondages politiques, prenez le risque de plus en faire. Je pense que vous verrez que votre activité baissera. Ça dépend. On fera peu d'activités politiques si on ne fait pas de sondage publié. Ça, c'est très juste. Pour faire du sondage politique en confidentiel, avec des partis politiques, avec des candidats, il faut faire du sondage publié pour avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété. Il ne faut pas se le cacher. En revanche, ça n'est pas nécessaire pour faire forcément des enquêtes qui sont les enquêtes principales des instituts, à savoir les études de marché. Pour preuve, OpinionWay est créé en 2000 et ça n'est qu'en 2006 qu'il commence à faire du sondage politique. Harris, c'est un institut qui existe depuis 2000 ou 2001.
Ils n'en font que depuis à peu près, vraiment de manière marquée, depuis quelques mois. Bon, avec des ex-BVA, enfin après c'est des recompositions aussi dans le métier. Oui, mais l'Institut Harris lui-même n'en faisait pas dans ce domaine-là auparavant. Jean-Marie Potier. Vous parlez de sondages privés pour les candidats ou les partis politiques. Comment on fait pour à la fois concilier cette activité-là et les sondages publics pour les journaux? Je veux dire, comment on fait pour conserver son objectivité, pour redresser un candidat pour un sondage public, quand ce même candidat commande des études privées pour tester sa campagne? Vous savez, il y a deux choses qui nous tiennent un petit peu là-dessus. Un, la concurrence. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché. On est 7 ou 8 instituts. Ce qui est peu par rapport au nombre d'instituts d'études en France, mais ce qui est quand même relativement important, à faire des études publiées. Donc si on se met à raconter n'importe quoi, les autres vont dire autre chose et on peut se retrouver dans une situation un peu délicate vis-à-vis de justement de nos clients politiques. Qu'est-ce que vous appelez des études publiées, pardon? À faire des études publiées, ça veut dire à travailler avec les journaux? Les sondages qui sont diffusés, qui sont rendus publics. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le premier écueil. Et je peux vous dire qu'on est parfois amené à rendre des comptes devant nos clients privés, confidentiels, politiques, des résultats d'enquête qu'ils jugent étonnamment décalés par rapport à celles de nos concurrents. Puis il y a un autre élément important, c'est que quand on travaille sur une élection, il y a un moment, il se passe un truc, c'est que les gens votent et on a le résultat de l'élection. Et qu'on a beau rappeler que le sondage, il mesure une opinion et une intention de vote à un moment donné avec ses faiblesses, ses limites, malgré tout, on est quand même comparé dans nos travaux publiés et diffusés avec le résultat qui sera celui de l'élection le jour venu. Mais vous vous dites pas qu'il y a un vrai risque pour la profession? On sent que c'est une profession qui fascine et dont les données intéressent les gens parce qu'elles permettent de résumer en un chiffre une idée, mais qu'en même temps, la dimension crédibilité et le fait que vous êtes obligé de garder une méthodologie qui est reconnue par tous et qui peut-être, on en parlera après, mais mériterait d'être un peu plus mise sur le tapis pour qu'on sache très bien de quoi on parle. Vous dites pas qu'il y a un risque de décrédibilisation assez fort de votre profession en ce moment? Si vous pour dire les choses de façon un peu forte. Si vous voulez me faire dire que ce qui se passe en ce moment n'est pas très bon pour la profession, oui, je suis. Non, mais vous avez été. Opinionway a été, en grand 2007, Opinionway était quasiment dans la position d'Harris Interactive aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire un nouvel entrant qui du coup défriche un peu des nouvelles méthodes, qui forcément par une logique pour exister sort des chiffres un peu punchy. Et à l'époque, vous aviez été la cible d'un certain nombre d'attaques. Un peu moins des confrères, un peu plus de la sphère politique. Vous voyez des similitudes? Vous vous dites c'est quoi? C'est la prime au nouvel entrant de se faire taper dessus, ou c'est simplement qu'ils sont un peu en dessous de la ligne de flottaison? Non, je pense qu'il y a une part de prime au nouvel entrant, c'est évident. Et encore une fois, moi je trouve que autant on peut débattre de cette enquête, discuter, s'interroger sur ses résultats et rappeler que on va bien voir ce que disent d'autres enquêtes, est-ce que ça va être confirmé. Puis il faut pas non plus tout mélanger. L'enquête, elle dit aussi des choses intéressantes. Elle dit que par exemple, on est en ce moment sur des hauts niveaux de Front National. Et ça, c'est pas la première enquête qui le dit. Je veux dire, il y a eu d'autres enquêtes publiées qui ont montré que Marine Le Pen pouvait se situer entre 18 et 20% des intentions de vote, ce qui est quand même au-dessus de ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002. D'autres enquêtes expliquaient que Dominique Strauss-Kahn était entre 23 et 28. Aujourd'hui, on le retrouve à son plus bas niveau. Enfin, on a l'impression qu'il y a des écarts d'une semaine à l'autre, alors qu'il ne s'est rien passé d'autre qu'une semaine. Qui pose question. Quoi. Mais pour répondre encore une fois à votre question, oui, je pense qu'il y a une part de prime au nouvel entrant, c'est incontestable, et c'est un milieu qui est assez conservateur, le milieu des sondages. Je le dis vraiment parce que pour en avoir fait l'expérience moi-même. Conservateur, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Conservateur dans le sens, c'est vrai que quand on utilise des nouvelles techniques, quand on veut essayer de faire les choses différemment, parce que justement, moi je défends l'idée que l'opinion publique c'est quelque chose qu'on essaye d'approcher. Au mieux, on arrive à donner une idée de ce qu'elle est à peu près, mais dire que l'opinion publique, elle pense exactement ça ou exactement ça, je n'y crois pas. Et donc, il faut en permanence essayer de chercher des nouvelles techniques, des nouveaux modes pour faire des sondages, parce que, évidemment, il faut essayer d'évoluer avec le monde qui évolue lui aussi. Eh bien, quand on fait ça, c'est vrai qu'on est souvent critiqué dans ce milieu. Oui, mais aller vers Internet en se disant on est en train de passer à côté d'un tournant, ça, je pense que tous les instituts se posent cette question-là. Sauf que certains mettent le haut là en disant avec le téléphone, on va vers les gens pour les solliciter, ils acceptent pas, on prend des refus. D'ailleurs, question essentielle aussi du nombre de personnes qui a accepté de répondre. Avec l'Internet, c'est un peu différent, c'est ce que disait Jean-Marie au départ. C'est-à-dire qu'on est vers des gens qui sont dans la démarche active de dire tiens, moi j'ai un point de vue et j'ai envie d'aller l'exprimer. Alors c'est pas tout à fait juste en fait. Mais c'est pas complètement faux non plus. Non, enfin il y a une part de vrai, mais c'est plutôt faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, un sondage par Internet, c'est le même principe qu'un sondage par téléphone. Au lieu de donner un coup de téléphone à la personne que vous voulez interroger, vous lui envoyez un email.
C'est-à-dire que ce ne sont pas n'importe qui répondent aux sondages tels que Solidaris. Il faut s'inscrire pour avoir l'email. Il n'y a pas d'annuaire. Il faut s'inscrire, mais il ne faut pas que s'inscrire. Il faut aussi faire partie d'un échantillon qui, au sein d'une base beaucoup plus large que celle qui va être interrogée, va déjà être présélectionné par l'Institut sur un certain nombre de critères pour essayer d'avoir un échantillon qui soit représentatif au final. Donc c'est pour ça que je dis c'est plutôt faux ce que vous dites. Maintenant, il y a une petite différence sur les sondages en ligne par rapport aux sondages téléphoniques qui est vrai, c'est qu'il faut faire partie de panels qui sont souvent très larges. Je veux dire, quand on a un sondage qui interroge 1600 personnes comme celui d'Harris, il faut savoir que probablement que la base d'Harris, c'est une base de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc il faut en avoir aussi conscience. Allez, Jean-Marie Potier, et on passe à la suite. Faudra-t-il réguler l'économie sondagière? Une dernière question, Jean-Marie. Il y a une autre différence sur les sondages en ligne, c'est aussi que les sondés peuvent recevoir des récompenses sous forme de loterie, de tirage au sort. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être choqué, peut-être que quelqu'un qui participe à un sondage pour donner son avis sur la présidentielle puisse, grâce à ça, être tiré au sort pour recevoir un chèque ou un voyage? Alors, moi je comprends que ça puisse gêner. Je suis aussi très gêné par exemple ce qu'a dit Mediapart, c'est-à-dire en gros les sondés sont payés, c'est-à-dire en gros on sous-entend qu'ils sont achetés et donc on achète aussi ce qu'ils nous disent. Ça n'est pas vrai. Dans les sondages en ligne, il y a une tradition effectivement qui est de rémunérer entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Nous on pratique pas la loterie, mais il y a deux grandes méthodes. On fait une loterie, c'est-à-dire un tirage au sort sur les participants et certains gagnent de temps en temps un gros lot, ou on leur donne des points fidélité qu'au bout souvent d'un an et demi, ils peuvent échanger contre un chèque, un bon d'achat. Oui, mais c'est pas négligeable parce que l'argument c'était de dire qu'il fallait que le lot soit assez sexy pour pouvoir intéresser même les catégories hautes, donc des gens qui ont déjà un pouvoir d'achat, de l'argent. Donc c'est pas 50 centimes de réduction sur Nespresso, quoi. On est sur des choses qui sont censées être un peu significatives. Et donc ils sont sûrs de gagner en fait. Alors si vous dites que vous attribuez des points cadeaux, donc tous les sondés finalement sont sûrs de gagner quelque chose de très modeste, mais sont sûrs de gagner quelque chose. Oui, alors il faut quand même rappeler que c'est très modeste. Dans nos enquêtes où on ne fait que des points fidélité, quand vous répondez à une enquête, d'abord il y a des règles d'interrogation, vous ne pouvez pas répondre à une enquête plus d'une fois par mois, et ensuite ce que vous allez gagner, ça va être en équivalent euro, entre 20 centimes, et si l'enquête est très longue, 1 euro. Donc vous voyez que sur une année, faites le calcul, on ne va pas chercher très loin. Pourquoi on peut défendre cette méthodologie aussi? C'est que d'un certain point de vue, si vous n'avez pas de gratification, vous pouvez avoir une tendance à surreprésenter les gens qui ont envie de donner leur opinion. Or nous, on cherche à représenter un peu l'ensemble des gens qui sont très politisés et des gens qui sont moins politisés. Et la gratification, c'est un moyen de lutter contre ce phénomène-là et d'éviter qu'on n'ait que des gens qui motivés ont très par envie, la politique, voilà, mais plutôt motivés par une mini récompense. Et alors, ils vont chacun trouver, je dirais, leur raison de répondre à l'enquête. Même si de toute façon, mais ça c'est vrai aussi des sondages par téléphone ou des sondages en face à face, on le sait, répondre à une enquête, c'est en soi déjà faire preuve d'une envie qui est de partager son opinion. Et ça concerne tous les types de sondages et c'est une problématique qu'on rencontre. Allez, faut-il réguler l'économie sondagière? On en parle tout de suite. Europe 1 présente... Il y a pas mal de questions sur Twitter et sur Facebook. On y répondra dans 10 minutes. Mais tout de suite, évidemment, la tentation de vous encadrer, de vous réguler, de vous interdire certaines choses, de vous empêcher de faire des choses ou de les faire autrement. Est-ce qu'il y a des choses à changer finalement? Vous disiez on est très conservateur, donc finalement vous innovez peu, vous faites la même chose méthodologiquement depuis des années. Vous disiez dans la partie précédente que vous hésitez à utiliser de nouvelles méthodes. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, s'il fallait changer, puisque le législateur s'intéresse à ça? Alors, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est qu'il y a déjà une régulation des sondages. Il y a une commission des sondages. C'est pas le cas dans tous les pays du monde. C'est pas non plus, la France n'est pas un cas unique, mais ça n'est pas le cas dans tous les pays. Une sorte de CSA des sondeurs. Oui, oui, un compliment pour la commission des en sondages. tout cas, dans le sens où c'est une autorité effectivement à part qui a sa propre mission, qui notamment au moment des campagnes électorales et hors campagne électorale contrôle sur un certain nombre d'éléments qui lui sont fournis par les instituts tous les sondages d'intention de vote. Donc il y a déjà un certain nombre de règles. Il y a aussi d'autres règles qui existent, l'obligation de publier un certain nombre de choses concernant la méthodologie du sondage, le mode d'interrogation, les dates d'interrogation, le nombre de personnes interrogées. Voilà. On peut estimer qu'il faille aller plus loin. Il y a une proposition de loi en ce sens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle dit,
je dirais, on va peut-être se focaliser sur deux choses principales. Parce Allez. que elle dit des choses qui existent déjà, et elle dit deux choses un peu nouvelles. Un, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire interdiction des sondages avec gratification, rémunération. Pour les sondages politiques. Pour les sondages politiques publiés. Voilà, ça c'est une première nouvelle chose. Et puis elle dit autre chose qui fait beaucoup de débat dans la profession, qui est obligation de publier, enfin de rendre public ce qu'on appelle les tableaux de redressement, c'est-à-dire quel est le résultat brut du sondage et quels sont les critères et les différentes étapes du redressement et les différentes données en fonction des différents modes de redressement. Et ça embête qui? Ça a l'air d'être emmerdant, ça. Alors, il y a un débat dans la profession. La majorité, non, mais en plus, moi, je me sens un peu atypique parce que moi, je suis un peu à contre-courant. D'accord. Ça veut dire que vous êtes Dites-nous. C'est-à-dire que je ne suis pas défavorable à cette idée. Alors, Et c'est quoi? je vous dirai pourquoi. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui Pourquoi gêne? ça Et je blesse? comprends aussi les arguments de mes confrères. Il y a deux choses qui gênent. D'abord, on sait que, par exemple, le résultat brut du Front National ne correspond pas à la réalité. On a besoin de le pondérer. C'est vrai du Front National aujourd'hui. C'était vrai d'autres forces politiques dans le passé. Dans les années 70, il fallait faire la même chose pour le Parti communiste. Donc c'est pas un phénomène nouveau. À l'inverse, on a des forces qui peuvent être surreprésentées dans les sondages parce que elles représentent une sorte d'arc un peu facile pour des gens qui n'iront pas forcément voter. On sait que traditionnellement, c'était le cas du vote écologiste, par exemple. Et donc il y a des sondeurs qui disent pourquoi donner une information dont on sait au départ qu'elle est fausse. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi autre chose qui peut gêner, c'est évidemment si on a accès à ces informations, on peut tous savoir comment travaillent nos concurrents. Je dirais que un journaliste, un citoyen, ne comprendra pas forcément le sens de toutes les informations qui seront disponibles. Nous, en tant que sondeurs, on comprendra beaucoup plus ces informations et effectivement, on saura comment travaille tel ou tel. Il y a des secrets industriels dans la profession, un peu comme chez Renault. Des secrets industriels, non. Il y a des méthodes spécifiques aux instituts. En fait, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de recherches. On compare toujours après chaque élection, on revient beaucoup sur nos données pour essayer de comprendre ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et donc, on peut parfois mettre au point des techniques qui sont spécifiques soit à un institut, soit à tel ou tel sondeur qui a son expérience propre et qui a développé telle ou telle technique spécifique. Oui, mais du coup, cette technique spécifique, effectivement, on peut se dire qu'il y a un savoir-faire qui appartient à la boîte, sauf que le fait d'être dans cet obscurantisme, cette espèce de truc, ça donne plutôt le sentiment qu'on a des choses à cacher, qu'il y a des grosses ficelles qui sont utilisées en cuisine et qu'on n'a pas envie de les mettre sur la place publique, plutôt que de renforcer un savoir-faire tellement méticuleux et tellement subtil qu'on ne veut pas le partager avec la concurrence. Alors, obscurantisme, c'est un mot un peu fort, probablement. Ouais. Non, mais si vous faites un sondage justement sur la perception des sondages, je pense que vous prendrez une sacrée claque, les sondages. Alors, écoutez, là-dessus, la dernière enquête qui a été faite par le syndicat, le Syntec, qui est le syndicat des sondeurs, donnait plutôt des résultats très positifs sur l'image des sondages. Elle a été faite, je pense, en 2006 ou 2005, un peu avant la présidentielle. Le Syntec, c'est le même syndicat que les consultants? Oui, en fait, il y a plusieurs branches dans le Syntec, et il y a une branche études. En gros, c'est le syndicat qui dit on a fait un sondage pour dire que les gens croient en notre métier. Donc, on trouvera peut-être des organes un peu plus indépendants pour faire les mêmes sondages. C'est pas un scoop, que si le Syntec avait dit les sondages ça vaut rien, on aurait été très surpris. Non mais c'est vrai que vous imaginez bien. Non mais ça pose une question intéressante. Par exemple, si vous demandez dans un sondage, est-ce que vous mentez au sondage? Comment vous interprétez le résultat de la question? C'est sans fin. Ça, je suis d'accord. On est sur quelque chose de sans fin. Mais non, mais c'est pour dire que on avait, il y a eu des données. Ça a peut-être changé. Je pense qu'en ce moment, ça peut changer fortement. Pour revenir sur l'obscurantisme, moi, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pour ça que je suis plutôt ouvert sur cette proposition, c'est que je pense deux choses. D'abord, je pense qu'on est dans une société où la demande de transparence est de plus en plus forte. Elle ne concerne pas seulement les sondeurs, elle concerne l'ensemble des acteurs de la société. Et que j'ai plutôt tendance à dire à mes collègues, allons-y, parce que de toute façon, on va nous forcer à y aller, donc faisons-le. Une question sur la régulation, ensuite je passe la parole à Jean-Marie Potier, mais est-ce que quand on dit il faut réguler les sondages, est-ce que c'est une façon de ne pas aller se mêler de ce qu'en font les journaux ? C'est-à-dire que ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, avec vous, pardon, ça pose un problème, c'est-à-dire que, en fait, on se rendra compte, encore une fois, ils sont déjà un peu régulés, mais que même si on rajoute des règles, il y a tout un autre problème qui est comment on les utilise, comment on titre dessus, et comment même les acteurs politiques eux-mêmes les utilisent. Vous noterez assez facilement que dans le monde politique, on ne réagit pas tout à fait de la même manière à un sondage qui vous est favorable qu'à un sondage qui vous est plutôt défavorable. Et Marine Le Pen elle-même, qui ces jours-ci
je disais, se félicitait plutôt des résultats du sondage. Je me souviens d'elle, en 2009, sur un plateau de télévision, prendre à partie très violemment un de mes confrères sur le thème « Vos sondages, c'est de la manipulation et les sondages sont bidons ». Un tweet là, que je vous balance tout de suite. Pardon Jean-Marie. The New Deal nous envoie les résultats d'un sondage IFOP qui vient de tomber, tout chaud. Intention de vote premier tour 2012. DSK 29%, Sarkozy 23%, Le Pen 21%. C'est l'IFOP. Il met un lien, je vais vérifier parce qu'il a écrit des conneries. Je rectifierai évidemment. Non, la source c'est Europe 1. Vous voyez, juste là, arrêtons-nous un instant là-dessus. Allez, sondage présidentiel, Le Pen pas au second tour. On a l'impression qu'on a voté aujourd'hui ou hier. Ouais. C'est pas comme ça qu'il faut présenter aussi l'information. C'est-à-dire que, non, c'est selon un sondage, Marine Le Pen ne serait pas dans les deux qualifiés. Mais Le Pen pas au second tour, on a vraiment l'impression... Moi, dimanche, je me suis réveillé, j'ai interrogé mes amis en leur demandant, mais dites-moi, on a voté à la présidentielle hier parce que là, j'ai dû rater un truc. C'est l'emballement médiatique. Allez, Jean-Marie, pardon. On parle de transparence. La proposition de loi qui a été votée au Sénat demande aussi que soit précisé clairement qui a commandé et payé le sondage. Et on sait qu'il y a eu polémique sur Opinionway sur le sujet, puisqu'on a dit que l'Élysée avait commandé des sondages qui seraient retrouvés pour partie dans des journaux. Alors, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a eu des problèmes de transparence à régler sur qui commande et qui paie les sondages entre les journaux et on va dire les acteurs privés? Alors, la règle de qui commande le sondage est déjà une règle qui existe et qui est obligatoire dans la publication d'un sondage. Et la commission des sondages vérifie que cet élément figure bien dans les informations diffusées. Pour revenir en un mot sur la polémique, encore une fois... on a expliqué plusieurs fois, je sais que c'est difficile à expliquer, que non, nous n'avons pas réalisé d'enquêtes pour l'Élysée qui ont été publiées dans des journaux. Nous avons vendu d'autres prestations à l'Élysée. Nous ne nous cachons pas de travailler pour l'Élysée. On n'est pas le seul institut de sondage à le faire. Il y a toujours eu des instituts de sondage qui ont travaillé aussi pour l'Élysée de tout temps. Simplement, c'était des informations différentes, des sondages différents. Simplement, il se trouve que dans le métier, on fait ce qu'on appelle des enquêtes omnibus, où on mutualise les clients. Et dans une même enquête, vous pouvez avoir des questions telles que celles publiées dans un journal sur des intentions de vote présidentiel, mais aussi des questions sur du marketing acheté par une entreprise privée ou des questions achetées par une association sur telle ou telle problématique de société. Pour l'instant, on est obligé de faire confiance à votre bonne foi parce que ça n'a jamais été vraiment tranché. Je crois qu'il y a un juge qui souhaite instruire un peu plus amont. L'enquête n'est pas du tout là-dessus. Elle est sur les contrats. Elle concerne d'autres choses. Les contrats entre Patrick Buisson. La convention entre l'Élysée et certains de ses prestataires. Mais là, on est sur un sujet qui n'est pas le même et qui est différent. Nos enquêtes réalisées aujourd'hui avec l'Élysée, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a eu le premier contrôle de la Cour des comptes, il n'y avait jamais eu de contrôle de la Cour des comptes. Donc, quel que soit le sujet, il n'y avait pas de marché public au sens traditionnel fait par l'Élysée, puisque c'était un budget qui n'était jamais contrôlé. Vous voulez dire qu'on ne pouvait pas comparer avec le sondage précédent de la Cour des comptes, quoi, grosso modo? Le projet qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres sur ces questions-là aussi, non? Il n'y avait aucun appel d'offres sur rien, mais les petits fours, il n'y avait pas de contrôle des comptes de l'Élysée. Donc simplement, la Cour des comptes a dit à l'Élysée, on vous contrôle, donc il faut que vous passiez par les procédures classiques. Donc désormais, il y a des marchés publics sur les sondages, mais sur autre chose. Je veux dire, sur le traiteur, sur l'organisateur, quand il y en a une de la garden party, c'est la même chose. Et vous faites encore régulièrement des sondages pour soit l'Élysée, soit Matignon? On travaille avec l'Élysée, c'est public, hein. On a un marché, il y a 3 marchés de sondage à l'Élysée, on en a un, il y a donc 2 autres instituts qui en ont un, et il y a 7 marchés, je crois, il y a 7 instituts qui ont un contrat avec Matignon, et on en a un. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a 6 autres instituts qui en ont un aussi. Allez, on va pouvoir passer aux questions de nos amis internautes. Europe 1 présente On est avec Bruno Jambard, il est directeur général adjoint d'Opinionway, il est chargé des études politiques. On a pas mal de questions. Bruno Jambard, ça commence par celle de Malo Paul qui nous dit: est-ce qu'il aurait fait cette enquête publiée ce week-end? Est-ce que vous, à Opinionway, vous l'auriez faite? On aurait pu la faire. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, on en fait en confidentiel uniquement. Notre intention est plutôt d'attendre les primaires socialistes et la désignation du candidat socialiste pour faire des intentions de vote publiées. On verra si on arrive à tenir cette volonté. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que si on avait fait une enquête
qui ressemble à celle qu'on fait en confidentiel, on n'aurait pas eu ces données-là. Et on aurait eu quelque chose qui ressemble beaucoup plus au sondage de l'IFOP dont on a parlé tout à l'heure. Allez, je continue. C'était d'ailleurs pas une question de Malo, mais de Florian C. Pardon. Gecko Hopman pose une question à laquelle vous avez partiellement répondu. Les récompenses points cadeaux sont-ils un moyen d'influencer les résultats ? Vous nous avez dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, moi je vous dis non. Ça n'a pas. Il y a eu, alors là aussi, vous savez, quand on a mis en place ces systèmes-là, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, beaucoup d'expériences, d'études comparées. Aujourd'hui, quand on fait des enquêtes en téléphone, où donc il n'y a pas de rémunération ou de gratification, et en ligne, sur 90% des sujets, on trouve la même chose. Et d'ailleurs, vous pouvez consulter un rapport du Crédoc de décembre dernier qui compare les deux et qui aboutit aux mêmes conclusions. Commentaire de The New Deal, ce qui n'est pas une question. D'ici le premier tour de la présidentielle, on n'aura pas loin d'1 millier de sondages. Les sondeurs vont pouvoir faire leur beurre. Sur Opinionway, quelle est la part dans le chiffre d'affaires global des sondages politiques ? Le sondage politique pur et dur, c'est 5%. Mais si on est sur... 5%. Oui, mais, vous allez dire un chiffre plus large après. Non, et je vais même réduire ce chiffre sur ce type d'enquête. C'est-à-dire les sondages publiés, ça représente au maximum 1% du chiffre d'affaires des instituts pour deux raisons. Les médias n'ont pas d'argent, donc c'est vendu moins cher que ce qu'on vend à des clients confidentiels. Et ensuite, souvent, on vend une ou deux questions. Quand on fait des enquêtes confidentielles, on fait souvent des enquêtes beaucoup plus longues. Question de Gecko Hopman. Il nous demande s'il existe une façon de formuler une question qui n'oriente absolument pas la réponse attendue. J'imagine que c'est impossible. Non, il n'y a pas de question idéale. Et il n'y a pas chaque question, évidemment, a ses biais. Et le but, c'est d'essayer de trouver les questions les moins biaisantes. En l'occurrence, sur les sondages d'intention de vote, tout le monde utilise les mêmes, et là, pour le coup, c'est une question très neutre. Le même un peu plus loin nous demande, un institut n'a-t-il pas intérêt à caresser son client pour le fidéliser ? Comment vous fidélisez vos clients ? Un consultant, on imagine qu'il fait des déj, il travaille bien, il livre à temps, etc. Est-ce que vous, dans les résultats, parfois, vous les tordez ou est-ce que vous êtes tenté d'eux ? Comment savoir ? Non, parce que nous, quand on travaille avec des hommes politiques dans le privé, on est là pour les aider à éventuellement améliorer leur score. Donc on n'améliore pas leur score en leur disant qu'ils vont faire 12 s'ils font 6. On améliore leur score en leur expliquant pourquoi ils font 6, quels sont de notre point de vue les potentiels de voix qu'ils peuvent aller chercher ailleurs et comment ils pourraient faire mieux. Ça vous arrive de tomber sur des fous qui disent qu'ils sont pas contents du résultat et qui vous en veulent ? On est en permanence des fous, non, mais c'est normal qu'un client, vous savez, quand vous arrivez devant un client politique et que vous lui dites il y a seulement 15% des Français qui vous connaissent, c'est pas très facile à entendre, mais c'est pas facile pour un... Valls, c'est ça ? Non, pas. On va y mais venir. c'est pas facile pour un homme politique comme c'est pas facile pour un chef d'entreprise d'entendre ça sur son produit ou sur sa marque. Ah, on parle pépette. Combien a coûté et rapporté l'étude qu'on citait et qui est sortie ce week-end ? Vous n'en savez rien puisque c'est pas vous qui l'avez réalisée, mais comparablement, ça coûte combien ? Je peux vous dire, en gros, une question posée à un échantillon de Français de 1000 personnes environ, posée par téléphone, c'est environ autour de 1000 € hors taxe. La même question posée en ligne, ça va coûter entre 700 et 800 € hors taxe. Donc c'est un peu moins cher. Et pour ce type d'enquête, là, il y avait une question. Donc après, chaque institut a sa propre politique commerciale. Et comme je vous le disais, souvent, on vend moins cher aux journaux qu'on ne le vend à d'autres clients. Question de David Dégouille. Les sondages sur les primaires socialistes sont-ils crédibles dans la mesure où l'on n'en saisit pas vraiment le corps électoral ? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et moi, je retournerai la question. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est crédible, c'est justement de pouvoir travailler sur ce sujet qui est nouveau. Ça va être un vrai défi pour nous, puisqu'on va devoir non seulement tester le potentiel électoral de chaque candidat, mais essayer de comprendre quels sont les électeurs qui se déplaceront réellement pour voter à ces primaires, et donc de centrer bien nos intentions de vote pour les primaires sur cet électorat. La pifométrie, question de Cartoon. La pifométrie de certains experts, bien que non scientifique, n'est-elle pas plus fiable que des sondages ponctuels et payés ? Mais oui, puisque la pifométrie... vous savez, sur un second tour d'élection présidentielle, vous avez une chance sur deux de trouver le bon résultat, sondage ou pas sondage. Allez, je vous lis les commentaires qui suivent rapidement. Les mauvais sondages tuent le débat politique. Il ne faut pas minimiser cette rémunération. Les sondés répondent de façon à intéresser le sondeur. Tiens, les sondés répondent de façon à intéresser le sondeur. C'est possible, ça ? A priori non, parce que je vois mal comment les sondés sauraient ce qui intéresse le sondeur. La seule chose qui intéresse le sondeur, c'est que des gens répondent à ces enquêtes. Mais effectivement, les rémunérations et gratifications, elles servent à ça, à fidéliser. On est bien d'accord.
On parlait des primaires socialistes. On a dit qu'en 2006, Ségolène Royal avait été désignée parce que les sondages montraient qu'elle pouvait battre Sarkozy au deuxième tour. Est-ce que les sondages font l'élection? Non, c'est absolument faux. Pour une raison simple, c'est que si vous regardez les enquêtes qui ont fait émerger Ségolène Royal, elle est arrivée très haut, bien avant, quand encore on disait, même au sein du Parti Socialiste, que non, elle ne sera pas candidate, ça n'est pas sérieux la candidature de Ségolène Royal. Donc ça, c'est certain que c'est non. Et vous pourrez même parler avec des dirigeants du Parti Socialiste de l'époque qui vous diront qu'ils avaient fait des enquêtes qualitatives et qu'on comprenait très bien les raisons pour lesquelles Ségolène Royal dominait ses concurrents. En gros, tout simplement, il y avait une envie de dire merde aux éléphants et Ségolène Royal, elle apparaissait comme étant pas justement dans ce milieu traditionnel des éléphants socialistes. Sur la prochaine primaire, on comprenait il y a quelques minutes que l'essentiel du travail méthodologique, ou en tout cas était à faire. Pourtant, on a déjà eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été publiées, ou avec des nuances, alors qui sur les sympathisants de gauche, notion quand même assez particulière, d'autres sur les électeurs de gauche, d'autres sur les encartés PS. Est-ce que c'est pas un peu bidon tout ça quand même? Comme vous dites, vous êtes dans l'interrogation de savoir qui va être ce corps électoral, et pourtant on a déjà des sondages sur DSK ou Martine Aubry, candidat préféré des futurs votants de la primaire. Là, on est dans l'artifice quand même. Dans ce que vous dites, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'offre électorale. Effectivement, c'est difficile aujourd'hui pour nous de travailler. On ne sait pas quelle sera l'offre électorale, et donc on doit faire des hypothèses. Et donc on doit faire attention aux hypothèses qu'on fait et ne pas faire des hypothèses un peu surréalistes. Par exemple, nous, on considère aujourd'hui chez Opinionway que quand on teste Dominique Strauss-Kahn, on ne doit pas tester Martine Aubry, puisque visiblement, il semble nous dire qu'ils ne seront pas candidats l'un contre l'autre. On verra si ce point de vue-là change. Peut-être qu'on fera des enquêtes où on les mettra en face à face. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur le corps électoral, je crois que il faut alerter encore plus sur la difficulté, mais au moment des primaires de 2006, moi je me rappelle que les sondeurs alertaient en permanence pour dire attention, on fait des enquêtes sur les sympathisants socialistes, ce ne sont pas les sympathisants socialistes qui vont voter. C'était plus resserré le corps électoral de la primaire, on savait qui allait voter, c'était les encartés PS. Mais là moi je pense que la bonne méthode, c'est de travailler sur les sympathisants de gauche et d'essayer de détecter ceux qui iront voter ou pas, et d'essayer d'avoir là aussi une forme de transparence en disant voilà ce que ça donne sur l'ensemble des sympathisants de gauche, voilà ce que ça donne sur ceux qu'on considère être comme ceux qui demain devraient aller voter. C'est pas ça la première question, juste essayer de savoir qui va aller voter, peut-être ça, ce sera un sondage intéressant. Mais nous on l'a déjà fait, et Opinionway on l'a déjà fait. 4 millions, j'ai fait une enquête avec Terra Nova qui justement cherchait à évaluer le potentiel électoral et à dire quels étaient ces électeurs potentiels des primaires. Question sur Facebook, Christian, pourquoi aucun sondage n'avait prévu le 21 avril? Il y a deux raisons. La première raison, c'est ce qu'on a dit sur le Front National. Il faut le corriger. Et c'est très difficile, évidemment, de corriger. Ça probablement rend encore un peu plus incertain le niveau qu'on mesure du Front National. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'à mon avis, on n'a pas assez insisté, nous, en tant que sondeurs à l'époque, sur le fait que quand on a 14 dans les dernières enquêtes pour Le Pen et 18 pour Jospin, on est dans un écart qui est faible et qui ne garantit pas, je dirais, l'ordre d'arrivée au jour du vote. C'est d'ailleurs assez curieux parce qu'on reproche aux sondeurs de ne pas avoir prévu le 21 avril et là on leur reproche de nous l'annoncer à nouveau. Blandine, l'intervalle de confiance, pourquoi ne l'annonce-t-il pas sur 1000 personnes? Il est de mémoire ancienne, dit-elle, de 4% et c'est ce qui leur a joué des tours en 2002. Cela étant, maintenant, on est à 3 sondages de sans doute 5000 personnes. De combien est l'intervalle? Je n'ai rien compris, mais vous allez m'expliquer. Alors, la difficulté, nous, systématiquement dans nos enquêtes, on précise un intervalle de confiance, une marge d'erreur. On marque dans la fiche méthodologique en fonction du nombre de personnes interrogées. Il est de plus ou moins 2 ou 3 points si c'est 1000 personnes, par exemple. Donc ça, on l'annonce. Le journal le reproduit. Le problème, c'est que le journal le reproduit dans la fiche technique qui souvent est effectivement petite par rapport aux données du sondage. C'est des caractères d'arnaque dans les messages publicitaires. Non, ça vous sert pas à l'arrivée tout ça? Le masquer, le cacher. Après, ce que nous on dit aussi, c'est que nos sondages, ils sont sur notre site internet, ils sont diffusés aux médias, on peut le consulter, c'est marqué systématiquement. On le faisait pas avant, donc je reconnais, en 2002 on ne le faisait pas. Maintenant on le fait systématiquement depuis 3 ou 4 ans. Mais après, quand vous publiez des statistiques sur des ensembles plus petits, quand vous dites tant de pourcents des militants, des sympathisants du MoDem pensent que, est-ce que c'est crédible, sachant que là on descend sur des échantillons tellement faibles qu'on a des marges d'erreur énormes? Alors ça dépend de ce qu'on appelle crédible, c'est toujours pareil. En fait, comme on est dans une référence qui est la référence électorale, on a toujours cette magie du 50%. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un sondage, ça se juge pas à 50%. Ce qui est intéressant, c'est de voir les grands blocs. C'est très significatif si on mesure 70 ou 80% sur cet électorat-là. Effectivement, si on mesure un 55-45, ça n'est pas significatif parce que dans un échantillon de Français, il y a à peu près 70 ou 80 sympathisants du MoDem aujourd'hui.
Bruno Jambard, on va terminer avec une question impossible. On va vous demander votre pronostic pour l'élection présidentielle. Le premier tour dans l'ordre. Allez, au doigt mouillé, mais alors vraiment, on vous tiendra pas rigueur de vous tromper. Mais vous sentez des trucs ou alors zéro? Alors, moi, je dirais deux choses. D'abord, je suis un très mauvais pronostiqueur et en général, ouais, voilà. c'est assez catastrophique. Moi, je pense qu'on aura un fort score pour le Front National. Peut-être pas du niveau de celui qu'on a vu dans les sondages de ce week-end, mais moi je dirais peut-être quelque part entre 15 et 18%, donc probablement au-dessus même du 21 avril. Et je pense qu'on aura un duel entre le candidat du Parti Socialiste ou la candidate du Parti Socialiste et Nicolas Sarkozy s'il est candidat. Ah, ça fait quand même pas mal de précisions. Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinionway chargé des études politiques, était l'invité de Petit Stream Entre Amis, interrogé par Jean-Marie Potier de Slate et Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver en vidéo sur Dailymotion, sur Europe1.fr et sur YouTube demain dans l'après-midi l'intégralité de cette émission. Merci pour vos tweets, vos messages sur Facebook et à la semaine prochaine. Ciao.